C'est un réel plaisir de vous retrouver nombreux à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Pourquoi un candidat au vaccin de Covid-19 ne doit pas assigner l'État en cas d'effet secondaire? Élément de réponse dans cette édition avec le ministre de la Santé. Une délégation de la Direction générale des douanes était au contact des commissionnaires agréés de la plateforme douanière de Ilakodi. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. En Tunisie, des élus montent au créneau pour exiger la fin des mesures exceptionnelles décidées par le président Kaïs Saïed. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont échangé avec les professionnels des médias hier. Ils sont revenus sur certaines mesures prises en Conseil des ministres dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le point de cette sortie médiatique avec Aristide Setti. Ils ont passé au peigne fin les 14 mesures urgentes prises mercredi en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont expliqué aux médias les raisons qui sous-tendent la prise de ces mesures avant d'inviter les Béninois au respect des dispositions. Au-delà de l'importance qu'ils revêtent dans le dispositif étatique et dans le maintien de la continuité du service public de la santé, les agents de santé devraient également constituer des exemples pour les populations. Est-ce que vous avez déjà fait le vaccin contre la COVID-19 attesté par votre carnet de vaccination? Évidemment, nous avons digitalisé et puis nous allons avoir les QR codes également qu'on peut vérifier pour nous assurer que les gens n'ont pas été falsifiés, puisqu'il y a un championnat de falsification toujours. Les gens n'ont pas été falsifiés des carnets pour pouvoir rentrer dedans. Donc nous vérifions pour voir si vous avez été réellement vacciné et vous accédez au site. Donc c'est ça le pass vaccinal. S'il y a un contrôle et que l'on voit qu'à une telle activité, une telle manifestation, il y a des participants qui n'ont pas le pass vaccinal, l'organisateur ou les organisateurs seront invités à en répondre. Pour ce qui concerne la fermeture ou non des lieux de culte une nouvelle fois, le porte-parole du gouvernement précise. C'est bien non, pour rassurer et rassurer nos compatriotes. Vous avez dû noter que le gouvernement s'emploie à faire les choses avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'à-propos. C'est vrai que par le passé, on a été jusque-là. On ne maîtrisait pas encore du tout alors la pandémie. Qu'il ne sera pas utile d'en arriver là maintenant. Parce que entretenir la foi pour les gens, ça vaut autant que d'aller à l'école. Ça vaut autant que de bénéficier de soins de santé de qualité. La signature de la fiche de consentement avant la vaccination a aussi été au cœur des échanges avec la presse. Si vous avez eu l'avantage d'aller dans un pays européen un jour pour vous faire soigner, même dans certains pays africains, vous allez constater que pour les plus petits gestes que vous devez, comme vous doit vous faire là, on vous dit, vous signez un document pour dire que vous avez lu et vous avez reconnu qu'on doit vous faire ça. Plus encore pour une tendance chirurgicale. Vous dites, oui, j'ai lu, on m'a expliqué tout ce qu'il y a dedans et c'est en toute connaissance de cause que j'accepte de le faire. C'est ça la pratique médicale. C'est ça qui devrait être. Et nous sommes sur la voie avec les réformes que nous avons eu à mettre en place au niveau du Bénin, avec la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé, des conseils et autres, nous sommes sur la voie pour mettre en place ce dispositif pour que désormais l'administration de soins de qualité repose également sur le consentement libre et éclairé de celui qui reçoit les soins. Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement sont repartis dans l'espoir de voir les Béninois se faire vacciner contre la COVID-19.
En conférence de presse hier à Cotonou, le ministre de la Santé a donné les raisons pour lesquelles un candidat au vaccin de Covid-19 ne doit pas assigner l'État en cas d'effet secondaire. Le docteur Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, a expliqué aux hommes des médias que l'engagement du citoyen est un devoir républicain et non une fuite de responsabilité du gouvernement. Il est au micro de Aristide Setti. On dit que vous n'attaquez pas l'État, mais ça n'empêche pas que l'État a mis en place un dispositif. Tous ceux qui ont pu présenter ne serait-ce qu'un petit effet secondaire lié à la vaccination ont été pris en charge totalement et gratuitement. Imaginez que nous soyons 100 000 vaccinés et que les 100 000 décident demain d'intenter un procès à l'État pour dire, oui, quand j'ai fait la vaccination, j'ai eu mal au bras. Quand j'ai fait la vaccination, j'ai eu mal à la tête. Quand j'ai fait la vaccination, je me suis senti fatigué. C'est réel pour certains. Mais est-ce pour autant qu'on va faire perdre de temps à l'État, de l'argent à l'État? Je pense qu'il était licite que nous puissions mettre des garde-fous. Cela n'empêche nullement l'État, aucunement l'État, de prendre en charge entièrement au cas où il y aurait des effets secondaires. Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Le médicament le plus dangereux pour moi aujourd'hui, c'est la paracétamol, qu'on avale comme des petits pains tous les jours. Vous avalez 12 grammes de paracétamol, vous allez faire une hépatite fulminante qui va vous tuer en moins de 24 heures. Et pourtant, on l'avale comme des petits pains. Donc, c'est dire que le problème de consentement ne doit pas inquiéter du tout. La vaccination contre la COVID-19 est rendue obligatoire pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant, de même que des officines pharmaceutiques et des formations sanitaires publiques et privées. Une décision du dernier Conseil des ministres. Que pensent plutôt les citoyens de la dite décision? Suivez ici quelques-uns qui se sont prononcés. Ils sont au micro de Aimé Juste Defodi. Obligatoire le vaccin pour le personnel de la santé, je crois que c'est une très bonne idée parce que cette couche de la population est celle qui est en réalité en contact des malades, en contact du virus. Donc il y a de cas que l'État, un État qui se respecte, puisse rendre obligatoire le vaccin à cette tranche de la population. Et ça permet de pouvoir d'abord les protéger, mais aussi protéger les malades et d'autres patients qui viennent vers eux. Je pense qu'on ne devrait pas obliger les gens à faire le vaccin. Maintenant, pour se protéger les autres, c'est mieux de faire le vaccin. Parce que vu l'évolution du virus et le taux de mortalité qu'on apprend chaque jour, c'est mieux de faire le vaccin. Bon, c'est une bonne décision. Vu les temps qui courent là, c'est une bonne décision. Et c'est que nous, on souhaite que ça soit rendu obligatoire à tout le monde et que les vaccins soient surtout disponibles, c'est ça, sinon c'est une bonne décision. Adolphe Djiman n'est plus membre du Conseil électoral, selon le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Il a démissionné. Il a annoncé à la faveur d'une rencontre avec les professionnels des médias. Aujourd'hui, selon Wilfried Léandre Hunkpati, le chef de l'État va désigner à nouveau son représentant au sein de l'instance bientôt. Une délégation de la Direction générale des douanes a rencontré hier les commissionnaires agréés de la plateforme douanière de Ila-Kondji, une réunion qui a permis de passer en revue les difficultés des transitaires et de sensibiliser au respect des tests. La nouvelle équipe dirigeante leur a été également présentée. Frédéric Espoir Oumambou et Denis Maroya. Le scandale qui a éclaboussé il y a quelques jours certains maillons de la douane béninoise n'est pas du goût des responsables de cette institution. Et pour redorer le blason, une réunion s'est tenue ce jeudi avec les commissionnaires agréés opérant sur la douane de Ila-Kondji. Ceci dans le respect strict des gestes barrières. Le directeur général précise ici les objectifs d'une telle rencontre. Chacun de sa position doit pouvoir respecter la réglementation.
chacun de sa position doit pouvoir accompagner les réformes. Et lorsqu'il arrive que vous avez des difficultés, il ne vous revient pas de chercher des moyens pour les contourner ou de prendre des initiatives vous-même en vue de régler les difficultés par des méthodes qui sont très peu orthodoxes. Pour ce faire, les disciples de Saint Matthieu et leurs partenaires vont rappeler les multiples réformes mises en œuvre pour accompagner les acteurs du transit. Nous assistons la douane dans la sécurisation de leurs recettes. La deuxième mission est de lutter contre la fraude et l'insécurité. La troisième mission est de moderniser l'administration des douanes et l'aider à renforcer ses capacités. Et enfin, la quatrième mission, et non des moindres, qui est de faciliter les procédures d'enlèvement et fluidifier la sortie des marchandises. L'occasion a été saisie pour présenter les nouveaux responsables au poste frontalier de Ilakondi. Et en prenant la parole, le nouveau chef brigade douane intérimaire donne le ton. Ceux qui sont vraiment prêts à se mettre dans les rangs devraient véritablement nous donner la main d'association parce que notre action les arrange ceux qui veulent suivre la réglementation. Donc nous voulons vous exhorter, ceux qui sont de bonne foi, à nous donner la main d'association, comme le DG le disait tout à l'heure, pour les dénoncer. Si vous les dénoncez, ce serait nous faciliter la tâche. Et nous vous assurons que nous ne ferons pas de partialité. Au vu des mots utilisés, on pourrait se convaincre de ce que plus rien ne sera comme avant. Et donc, les potentiels indélicats transitaires doivent le comprendre et rentrer dans les rangs. Pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les écureuils du Bénin ont battu les Baréas de Madagascar 1-0 à Antananarivo. Un but de Steve Mounier à la 22e minute de jeu. Le Bénin se retrouve ainsi à la tête du groupe J. Suivez ici la lecture du match de quelques journalistes sportifs au micro de Aimé Juste Defodji. La victoire à l'extérieur, nous devons saluer ça. Et maintenant, si on veut parler du match au-delà de l'euphorie, on peut dire tout simplement que ça reste beaucoup à faire parce que pour la durée du match, on n'a pas senti les Béninois en tant que tels. On n'a pas été dominé, mais tactiquement, l'équipe a répondu. C'est déjà aussi un point positif pour les écureuils du Bénin. Oui, d'entrée, quand vous commencez une compétition par une victoire, ça fait chaud au cœur, ça donne de l'envie de continuer. Je pense que c'est une très bonne opération d'aller arracher 3 points au pays des Malgaches. C'est une très bonne chose pour les Béninois. Maintenant, de façon générale, c'est vrai, ce n'est que la première journée. C'est une compétition où on aura 6 matchs à jouer. Donc on vient de gagner le premier match. C'est-à-dire bon, c'est bon pour le moral, vu que l'effectif de Dussieux est un peu diminué. Déjà, je suis très content pour Steve Mounier. Il vient de marquer son 9e but en sélection après 28 sélections. Et vous savez déjà que depuis la CAN, il n'a marqué aucun but jusque-là. Pour un attaquant de pointe, c'est un peu difficile. Donc, renouer déjà avec les buts, c'est très bien pour lui parce que jusque-là, il reste l'attaquant de pointe attitré des écureuils du Bénin. Maintenant, quand on prend le match dans son ensemble, c'est qu'il faut retenir déjà la victoire, ce qui est bien parce que c'est une belle entame de compétition pour vous. Parce qu'en pas des éliminatoires, vous avez 6 matchs à jouer. Vous gagnez le premier match, ce n'est pas encore la fin parce qu'il y a encore 5 matchs à jouer devant. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit de se mettre dans l'euphorie parce qu'on a eu le piège de la Sierra Leone. Il fallait aller chercher juste un point, donc un match nul. Et on est passé à côté. Et là, déjà, on a 3 points. Ça ne veut pas encore dire que le Bénin est à l'abri. Hors du Bénin à présent, en Tunisie, des élus montent au créneau pour exiger la fin des mesures exceptionnelles décidées
par le président Kaïs Saïed le 25 juillet face à la prolongation du gel des affaires parlementaires et de la levée de l'immunité des députés au nom de la lutte anticorruption. Et ces derniers, principalement issus de l'opposition, craignent une remise en cause des acquis démocratiques en l'absence d'une feuille de route toujours attendue par la classe politique tunisienne. Suivez. Cinquantaine de députés, principalement de l'opposition, à avoir signé une pétition contre les actions du président Kaïs Saïed. Dans leur ligne de mire, les mesures exceptionnelles déclarées par le chef de l'État au lendemain de son coup de force du 25 juillet dernier, mettant fin aux fonctions du chef du gouvernement et suspendant l'activité des parlementaires. Initialement prévues pour une durée de 30 jours, ces mesures ont été prolongées par le chef de l'État le 24 août dernier pour une durée indéterminée. Kaïs Saïed, bien décidé à combattre la corruption et à nettoyer la scène politique tunisienne, fait cavalier seul, faisant fi de toute critique de l'opposition. Pour les parlementaires signataires, c'est une atteinte aux acquis démocratiques de la révolution de 2011 et une entrave aux libertés fondamentales. Écoutez à ce sujet Yaïd Eloumi, député indépendant et ancien membre de Calb Tounes, la formation politique de Nabil Karoui. C'est une alerte en fait parce que les libertés fondamentales sont remises en cause, sont altérées d'une façon brutale à travers les agissements du président de la République qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains, c'est-à-dire l'exécutif, tout l'exécutif, on n'a pas de gouvernement, le législatif puisque la dissous pratiquement de fait, il a dissous l'Assemblée, c'est pas un simple gel. Et le judiciaire, puisqu'il se proclame président du parquet. Nous, on demande à ce que cette crise soit résolue d'une façon politique, qu'il y ait un consensus, un débat au sein du Parlement pour, le cas échéant, promulguer une loi d'élection anticipée, de dissolution de l'Assemblée, de convocation à une élection anticipée. Sachant que la priorité aussi aujourd'hui demeure l'institution de la Cour constitutionnelle, puisque la seule limite à cet arbitraire, c'est l'indépendance de la magistrature. La cinquantaine de signataires exige des réponses claires et rapides de la part du chef de l'État, notamment sur la durée d'application des mesures exceptionnelles. À travers cette pétition qu'ils veulent citoyenne et démocratique, ils espèrent un retour au cheminement constitutionnel par la levée des restrictions imposées aux droits humains, la garantie d'un procès équitable pour les députés et les hommes d'affaires poursuivis, ainsi que la tenue d'élections législatives anticipées. Attaque terroriste dans un marché en Nouvelle-Zélande. Un homme a été abattu par la police après avoir blessé à l'aide d'un couteau 6 personnes, dont 3 grièvement. L'assaillant est un ressortissant sri-lankais et placé sous surveillance car présumé proche de l'État islamique. La première ministre néo-zélandaise s'est exprimée tout juste après l'attaque. On l'écoute. Ce qui s'est passé aujourd'hui est méprisable, haineux et injuste. Ça a été perpétré par un individu, pas une foi, pas une culture, pas une ethnie, mais une personne individuelle qui a été saisie par une idéologie qui n'est soutenue ici par personne ou par aucune communauté. Le bilan s'est encore alourdi à New York la nuit dernière. Au moins 44 morts après le passage de la tempête Ida. Le bilan le plus lourd est pour le New Jersey avec 23 victimes, pour la plupart noyées dans leur voiture emportées par les eaux. Le mégapole enregistre de son côté au moins 13 décès. Le chef de la police new-yorkaise recense également de nombreux dégâts matériels. On l'écoute, il sera suivi de quelques habitants. Nos pensées et nos prières vont aux familles qui sont en deuil aujourd'hui. Le système de transport en commun a été extrêmement affecté par la tempête. Toutes les autres lignes de train ont été suspendues en raison de la montée des eaux. Je demanderai à tout le monde d'appeler vos voisins, votre famille et vos amis pour vous assurer qu'ils vont bien. Nous poursuivons les enquêtes et les contrôles dans les zones touchées par la tempête. C'est la première fois que je viens depuis la nuit dernière. L'eau a commencé à monter vers 23h, vers minuit 30 ou 1h, il y avait environ 1 mètre d'eau. Puis dans les 2 heures qui ont suivi, elle a atteint environ 2 mètres. Et ça a pris environ 7 heures pour qu'elle se retire jusqu'à maintenant.
J'avais vraiment peur. Mon mari a dû se réveiller vers 4 heures du matin juste pour voir le niveau d'eau et où ça en était. J'étais terrifiée par ça, c'était ma peur. Je ne voulais pas que l'eau arrive dans l'appartement, donc j'étais effrayée. Je ne peux même pas compter mes pertes en ce moment. Vous savez, c'est comme ça que je nourris ma famille. J'ai 3 beaux enfants, une femme et une bonne affaire. C'est tout ce que je voulais dans ma vie, c'était mon rêve. Et j'ai l'impression d'avoir tout perdu maintenant. J'ai vraiment le cœur brisé par tout ce qui s'est passé. Je ne sais même pas comment revenir de ça. Maintenant, je ne peux même pas expliquer ce que je dois faire pour faire les choses bien. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Bon week-end à vous et à bientôt.